Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain, la chaîne panafricaine où on transmet le meilleur du panafricanisme. Et aujourd'hui, on a un invité de marque. On démarre vraiment en fanfare cette année 2024. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'espère pour vous aussi, les abonnés. On a démarré précédemment avec Franco de Ban. On vous invite à regarder le podcast. Il a fait beaucoup de vues. Ça a beaucoup parlé, donc ça nous fait plaisir. Et là, on est en présence d'un auteur, pas des moindres, vraiment un auteur qui a une grande vision, surtout pour la jeunesse. C'est Kam Kama-Saba. Comment tu vas, Kam? Je veux bien, Thomas, en forme, on va dire en forme. En forme, pétillant pour le podcast, pour le débat. Tout à fait. Super, bon, on va beaucoup parler avec toi. On a juste en bas, il a le sourire aux lèvres. Et on voit, il est vraiment content d'être parmi nous. C'est Aton, notre pharaon du soleil. Comment tu vas, Aton? Potato, c'est vraiment, on est vraiment enchanté de voir Kamkama, Daniel que je salue bien bas, Chef Soud toujours là, et Thomas, notre lumière du moment. Donc, en tout cas, notre invité, on est content de l'avoir. Super, bien sûr, on est content, c'est vraiment avec plaisir. Tu l'as dit, c'est juste à côté, il y a Daniel. Comment tu vas, Daniel? Ça fait plaisir de te retrouver. Oui, bonsoir à tout le monde, je vais très bien. Ça fait un petit moment que on n'est pas ensemble sur ces questions-là. Donc là, je me suis bien préparé. Ok, bah, parfait. Mais sans notre invité, donc on a eu récemment à discuter à propos de ces questions-là. Voilà. Ok, super. Et on salue aussi Hachem Sout, hein, l'invité mystère, elle est juste à côté. Donc on la salue bien bas, Hachem Sout. Merci. Merci Thomas. J'aurais peut-être deux questions et comme tu l'as dit, hein, l'impératif d'être très concis pour laisser la place donc à l'invité pour pouvoir nous exposer donc la thèse centrale de son ouvrage, qui traverse, hein, il faut le dire, un certain nombre d'autres livres qu'il a publiés et puis aussi au travers de son action de terrain. Merci Thomas, merci Aton, merci Kamkama, merci Daniel. Super, merci beaucoup à toi Hachem Sout. Alors je vais présenter rapidement et ensuite ça va être Kamkama, il va se présenter aussi aux abonnés qui ne le connaissent pas. Donc Kamkama, c'est un auteur, un panafricain et comme je disais, mais il est surtout focalisé sur nos tout petits, sur la jeunesse. Et son objectif, c'est vraiment d'éduquer les consciences. On en parlait avant le podcast, il me disait que les enfants, c'est comme des éponges. C'est à cet âge-là qu'il faut vraiment leur donner les bonnes graines dans le cerveau. Donc, c'est son objectif, c'est sa mission. Donc, il a créé des livres, notamment, alors il y a Bébé chez Kanta, il y a aussi un autre livre un peu plus, on va dire, je dirais peut-être un peu plus pour les adultes. Celui-là, c'est Tous les pharaons étaient noirs et alors. Et il en a encore écrit encore bien d'autres, il va nous en parler sur ça. Donc, il a cet objectif d'éduquer les enfants parce que pour lui, la jeunesse, c'est très important. Et aussi, là, son parcours, c'est ça que j'aimerais bien aussi que tu nous expliques, Kamkama, c'est que tu disais sur des interviews que tu assistais à des séminaires à tes débuts quand tu as connu un peu tu es rentré dans le panafricanisme avec Kobi Gomez et tu expliquais en fait que tu as assisté à des séminaires qui parlaient de Cheikh Anta Diop. Et au début, c'était assez particulier car tu avais du mal à adhérer aux propos sur Cheikh Anta Diop parce que toi, tu es un professeur et toutes ces théories de Cheikh Anta Diop, notamment sur les pharaons, comme quoi ils étaient noirs, tu adhérais pas, ça n'arrivait pas à rentrer dans ta conscience. Et tout d'un coup, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui a fait que tu es rentré dans sa façon de penser. Donc, je voulais qu'on démarre le podcast avec ça, que tu expliques un peu ton parcours, ta vision des choses, et notamment ta relation particulière que tu as avec sur Cheikh Anta Diop, et notamment aussi si tu pouvais expliquer qui est Cheikh Anta Diop pour peut-être certains abonnés qui ne le connaissent pas. Oui, très bien. Alors oui, effectivement, des débuts difficiles, hein, je l'avais déjà dit, qui tenaient au fait tout simplement que j'avais jamais entendu des choses comme ça. Et plus, j'avais entendu exactement le contraire. Et c'est avec cette compréhension des choses, effectivement, que je deviens enseignant. On me dit,
vous êtes comment dire, qualifié pour pour enseigner dans nos écoles, l'école de la République, parce que j'avais bien intégré l'idée que l'excellence, c'est l'Occident, c'est l'Europe, et en aucun cas l'Afrique. Cheikh Anta Diop, il vient dire c'est l'Afrique qui est l'excellence, même si elle est là par terre, mais c'est elle qui a apporté le plus au monde. Et comment dire, alors justement, en même temps, je le présente en disant ça, il nous dit ce que l'Afrique a fait hier, il peut le refaire demain. Donc moi, je dirais le message fort de Diop, et même pour le définir, je pourrais dire, Cheikh Anta Diop, c'est celui qui nous dit l'Afrique, c'est l'excellence par définition. On pourrait même dire, tu vois, l'Europe vit sur tout ce que l'Afrique a créé initialement, dès la haute antiquité, même avant, c'est-à-dire toutes les grandes pensées philosophiques, spirituelles, scientifiques. C'est on peut dire le legs africain sur lequel on roule. Thibaut, d'ailleurs, dans son livre... Thibaut Obou, Thibaut Obou, dans son livre intitulé « L'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite ». Voilà son titre. Eh bien, déjà le titre nous dit, tu vois, le titre « L'ingratitude », car l'Afrique a tout apporté. Les deux grandes dimensions, on pourrait dire, c'est science et spiritualité. Eh bien, c'est l'Afrique qui a apporté tout ça. Et les Européens, les Sémites, disent non, les Africains, ils ont même pas d'histoire, tu vois. Bon, Cheikh Anta Diop, c'est celui qui nous dit voilà ce que l'Afrique a fait d'immense dans le passé. Ça continue de produire des effets parce que l'Europe, l'Orient et l'Occident, on pourrait dire, hein, pour parler de blancs et de sémites, on pourrait dire l'Orient et l'Occident, et bien c'est sur ça qu'il s'appuie pour briller aujourd'hui. En fait, en gros, Cheikh Anta Diop, c'était le précurseur pour la communauté noire, pour leur dire qu'on a existé bien avant l'esclavage, la colonisation, on a une histoire, on a eu un peuple fort. Et c'est vrai que au début, ces propos étaient difficiles, c'était difficile à imprégner parce qu'on avait un peu ce trou de mémoire, j'ai envie de te dire. Mais je vais laisser les panélistes aussi te poser des questions. Je vais commencer avec Aton parce que j'ai vu, il souriait tout à l'heure, donc peut-être Aton, c'était une question à notre... Ouais, donc, on peut dire que le panafricanisme, c'est le début de l'émergence. Hein, donc on est à l'époque. Alors pour peut-être expliquer ce que c'est. C'est le panafricanisme, un mouvement idéologique, politique, qui promeut l'indépendance totale du continent noir africain et encourage la pratique, la solidarité entre les Africains et les personnes ascendances africaines. Donc voilà, c'est ça. Ensuite est venu un autre mouvement se greffer encore plus qualitatif, on va dire, parce que celui-ci se basait sur la spiritualité, qui s'appelle le kémitisme, et qui naît avec Cheikh Anta Diop à sa mort, on va dire, ou même pendant sa vie, hein, en 86. Et donc je pense que Kama, il veut nous montrer vraiment ce que le progrès de Cheikh Anta Diop, en tout cas ce qu'il a voulu mettre. Par contre, j'aurais voulu lui demander la question du après Cheikh Anta Diop. Quelles sont les figures les plus emblématiques qu'il verrait lui? Puisque Cheikh Anta Diop, il marque l'histoire, c'est vraiment un personnage extraordinaire, c'est vraiment notre personnage vraiment phare. Il découvre, il nous dit que l'Égypte était noire, certes. Ok, maintenant on le sait. Je pense que tous les panafricains, tous les noirs qui sont un petit peu éduqués le savent. Mais l'après Cheikh Anta Diop, comment lui il le voit? Quel est l'auteur qu'il verrait remplacer un petit peu Cheikh Anta Diop? Je sais que ma question rentre directement dans le point, mais voilà quoi. C'est quel est l'auteur qu'il verrait lui? Oui. Alors, moi je cite beaucoup Omotunde. Alors, ceux qui ont commencé à lire mon livre là, que Thomas a présenté au début, donc tous les pharaons sans exception étaient des noirs, et alors et après. Là-dedans, je parle beaucoup de Omotunde et je le cite dès le début.
dès l'avant-propos, et même avant, puisque je lui rends un hommage, vu que le livre, la première version, ça c'est la deuxième, est sortie pratiquement au même moment, hein, où il décède, un mois après, le livre paraissait. Et donc, je le cite beaucoup. Je trouve que c'est lui qui, pour moi, a le mieux compris. Et tu disais, Thomas, que je focalise beaucoup sur les enfants. Eh bien, Omotunde est le premier, et bien avant moi, à comprendre ça. Il a sorti des livres, hein, et il n'a pas cessé pendant, je dis, tout son militantisme à mettre les enfants au centre. Et je vous invite à voir une vidéo en tapant, si vous tapez obsèques Omotunde et Etilé. Etilé, c'est un grand compagnon de route d'Omotunde. Ils ont créé ensemble Africamat. Eh bien, écoutez cette vidéo qui ne dure même pas 12 minutes. Je le dis en substance. Il se revoit, c'est en 2022 même, donc quelques mois après sa mort, je crois que c'est avril ou mai 2022, avant sa mort. Il se revoit parce que ça fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus pour diverses raisons. La vie fait qu'à certains moments, on ne se voit pas, et après, lorsqu'on se revoit, on est très content. Ils sont au restaurant tous les deux. C'est Etilé qui raconte ça, hein, aux obsèques. Hein. Alors, j'aime bien dire, au début, la vidéo, vous allez sourire en écoutant la vidéo. Et d'ailleurs, lui-même, en plein obsèque, il sourit après avoir pleuré. Il a pleuré parce qu'il est triste. Son frère est mort. Mais il fait une blague, je dirais, un peu l'humour antillais. Je vous laisse voir par vous-même. Mais le plus important, c'est que Etilé, René Louis, hein, je dis comme le mot, René Louis parfait Etilé, il dit, Omotunde lui pose une question. Mon cher René Louis, ça c'est Omotunde, hein, mon cher, et pour toi, qu'est-ce qui est le plus important qu'on devrait faire? C'est quoi pour toi? René, lui, est surpris. Comment ça, plus important? On pourrait dire, mais peut-être il y a plusieurs choses importantes à faire. Non, Omotunde dit le plus important. De là, il se met à chercher. Il a du mal à dire quelque chose. Donc, voilà, René, lui, parfait Etilé. Hein, encore une de nos grosses pointures. Ta question à ton, c'était hein, qui je vois comme on va dire successeur, digne successeur. Eh bien, René, lui, en est un aussi. Hein. Eh bien, Omotunde lui dit, mais ne te tracasse pas, dis spontanément comme ça. C'est une question simple, il n'y a pas de piège. Et René, lui dit, pour moi, c'est les femmes. Un travail en direction des femmes, parce que avec, je dirais, tous les coups que l'Afrique a pris, la place de la femme a baissé. Hein. La femme était l'égale de l'homme. Tant qu'on était souverain en Égypte pharaonique, il y a des livres qui sont sortis qui le disent clairement. Hein. Et on pourrait même dire l'homme était l'égal de la femme. On pourrait dire même les deux, parce que lorsqu'on dit la femme est l'égale de l'homme, on suppose qu'il y a un tout d'abord et puis il y a l'autre. Non. Ils étaient vraiment au même plan. Il n'y avait pas un qui avait la prééminence, on va dire antérieurement, c'est pas un qui a fait que l'autre soit. Non. Et donc il dit c'est les femmes. Pour moi, vraiment, il faut qu'on fasse un gros travail en direction des femmes, en faveur des femmes, pour que la femme retrouve sa place au premier rang, au centre. Omotunde, que j'aime bien appeler NKO, hein, pour qu'on ait un sigle qui reste et qu'on sache que c'est lui, NKO. Alors, il dit très bien, René, lui, moi, je vais te dire, moi, pour moi, le plus important, c'est quoi? Eh bien, Omotunde lui dit, cache, pour moi, c'est les enfants, René, lui, c'est les enfants, tu vois? Donc, pour cette raison-là, déjà, moi, je dis, c'est lui. Que pour moi, qui fait mieux le job, hein, demandé, recommandé par Cheikh Anta Diop, dont on se réclame.
Une deuxième chose, c'est lui qu'on entend dire « Faites éclater votre volonté de puissance ». Tu vois? Eh bien, sur ça, moi, je suis totalement en phase avec lui. Et je dis, lorsque on nous dit que Mahat, c'est comment dire, justice, vérité, harmonie, bon, on connaît les mots, hein. Moi, je dis, mais comment ça, Matt, ok, c'est ça, mais non seulement je dis c'est pas que ça, mais je dis c'est pas ça avant tout. Et celui qui, comment dire, alors, j'ai plusieurs, dans le livre je donne, hein, je dirais, mes sources hein, d'informations, c'est Taotep. Taotep que, comment dire, personne ne songerait à dire que il n'est pas légitime hein, pour dire c'est quoi l'Afrique. Hein. Et bien Taotep, dans sa maxime 5, c'est ce que je dis dans le livre, eh bien, Mahat, alors si je dois vous dire le mot, parce que je vais essayer, j'avais pas nécessairement prévu, c'est vrai que j'aurais dû anticiper. Voilà, je suis tombé à la bonne page, 184 de mon livre, hein, tous les pharaons. Il nous dit, la Mahat est puissante et de perpétuelle efficacité d'action. Hein, le mot éclater votre volonté de puissance de Motunde, voilà, chez Taotep, hein, il parle pas de comment dire, de vérité, en tout cas pas, là tu vois, elle est puissante et de perpétuelle efficacité d'action. Et le mot même efficacité d'action, c'est encore des mots que on va pas trouver chez nous lorsqu'on parle de Mahat. Et donc, Omotunde, je dis, c'est lui. On a vu Etilé. Bien entendu, je ne peux pas ne pas citer Kovi Rekmiré, puisque c'est le plus savant d'entre nous. C'est lui qui m'a formé, a formé Omotunde, nous a pratiquement tous formés sur la place de Paris. Tu vois hein. Donc, Kovi Gomez aussi est là. J'ai moins connu, mais j'ai quand même, chaque fois que j'ai pu essayer de voir ce que il nous dit, Mouba Bilolo, hein, immense aussi dans son travail en théologie, et puis on peut pas ne pas citer Obenga, hein, donc voilà, je pourrais en citer quelques autres. Hein, mais donné, ouais, tu nous as donné déjà les principaux, donc Etilé, Omotunde, Bilolo et Obenga ont été, et Gomez sont pour toi les référents vraiment pour ces questions. Je vais laisser Daniel te poser une question et on va continuer la discussion avec toi. Oui, bonjour. Rebonjour. Bonjour. Pour rentrer dans la problématique, c'est-à-dire par rapport à ton leitmotiv qui est de s'adresser aux jeunes, de transmettre aux jeunes, par rapport à la complexité, je dirais pas de la pensée, mais la complexité des sciences de l'Égypte qu'il a retranscrite, qu'il a expurgé et qu'il a mis à notre disposition. Comment penses-tu qu'on puisse rendre accessible ce savoir-là en commençant par des enfants, tu parles de 3 ans. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu... puisque même les adultes ont du mal, parce que lire les hiéroglyphes, c'est pas évident non plus. Donc, qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Alors, j'ai pas dit 3 ans, j'ai dit dès le berceau, dès la première tétée, dès le premier souffle, et j'ai dit dès dans le ventre. Donc, tu vois, je commence encore plus tôt. Alors, très simplement, comment ils font les musulmans pour
en Afrique noire, comment ils font? C'est pas facile le Coran, hein, c'est nébuleux, on pourrait dire, c'est dense, c'est pareil pour les évangiles, hein. Lorsque tu lis la Bible, là, c'est une façon de dire les choses que à notre époque, on le dit pas comme ça, donc c'est pas évident à suivre. Et tu vois la densité du bouquin. Pareil pour ce qu'on appelle la Torah, l'Ancien Testament, hein, et j'ai envie de dire pareil pour l'histoire de France avec la monarchie et puis leurs humanités classiques, la Grèce antique. Eh bien, tout ça, c'est déjà transmis aux enfants. Hein, les simplifications, les approximations, je vais dire, oui, simplification, le mot traduit moins, que l'on fait lorsqu'on transmet l'islam, le christianisme aux enfants, eh bien, on doit comprendre que on est aussi, nous, en mesure de le faire avec la science d'Égypte ancienne, les hiéroglyphes. Bon, tu vois, bon, voilà, je montre mon livre, eh bien, j'ai envie de dire, regarde, tu vois, j'ai mis ici, là, hop, là, voilà, là, c'est un petit hiéroglyphe, très simplifié, hein, et je vais continuer, et puis même, j'ai envie de dire, un beau bébé noir, déjà, c'est une première image, hein, c'est pas bon, on n'a plus tellement ça, des caricatures, mais avant, bon, on avait des caricatures, hein, au plus fort de la colonisation, pour les Noirs, bébés ou pas, hein. Comment dire? Eh bien, je vais continuer tout doucement. Ici, par exemple, tu vois, je montre un couple noir très élégant, et là on voit pas bien parce que, mais la maman, elle a une boucle d'oreille avec sa croix ankh. Ici, l'autre page plutôt, ou même, je reviens là, les coiffures, tu vois, nos belles coiffures, ça c'est, je dirais, alors, je veux dire plus la beauté africaine, que je laisse transparente, mais par contre, la boucle d'oreille qu'a la maman, là, c'est un symbole de l'Égypte pharaonique que l'enfant voit, hein, son cerveau enregistre tout, hein, même si il va pas interpréter comme nous, mais déjà c'est enregistré. Et lorsqu'il va revoir, le cerveau va lui dire c'est du déjà vu. Et puis à un moment donné, il va dire c'est quoi peut-être? Eh bien, on va lui répondre. Comment ça lui répondre? En étant toujours assez superficiel. Hein? L'image en face, eh bien, c'est comment dire? Nos belles tenues africaines, nos belles coiffes, hein, et puis le papa aussi, hein, comme précédemment, sa belle coiffure d'aujourd'hui, hein, les comment dire, les jeunes filles aussi bien noires que blanches, lorsqu'elles voient les nègres comme ça, là, elles perdent tout leur sens. C'est pour te dire que, comment dire, de manière très simple, tu transmets, comment dire, cette excellence africaine là, tu vois, c'est sa naissance. Hein, et j'ai mis un petit mot dans le texte, j'ai mis Yai Boy. Alors Yai Boy, c'est pas égyptien ancien, quoique les Wolofs nous disent, chez Contadop le premier, nous dit, mais il y a pas mal de termes Wolof qu'on retrouve dans l'égyptien ancien. Donc le Yai Boy que je mets là, maman d'amour, c'est ce que nous disent les Sénégalais. C'est maman chérie, tu vois, c'est le mot. Alors, je demande une dernière chose, je fais vite, mais c'est pour te dire, en fait, je regarde ceux qui font les autres, comment ils transmettent leur science spirituelle qui est dense, comment ils transmettent. J'ai fait pareil, je suis allé voir, j'ai été plus attentif. Hein, et c'est ça, je vais te montrer ça. Ouais, oui. Cam, je veux juste rebondir sur une autre question, comme ça on va pas rester trop longtemps sur. Là, c'est un autre de tes ouvrages. C'est. Oui. Cette fois-ci, c'est un personnage féminin que m'ont demandé des parents. Tu peux dire le titre parce qu'on voit pas très bien. Bébé Isis Santa. Ok, bébé Isis Santa, ça marche. Avec sa belle poupée qui lui ressemble.
Alors, et ça aussi, Daniel, voilà une façon de transmettre. C'est de la transmission, ça. Hein? Mais c'est dommage, Thomas, tu ne m'as pas laissé donner à Daniel ce dernier exemple. Regarde ici, là, je montre bébé Cheikh-Anta en train d'écrire en hiéroglyphe comment dire, alors qu'il n'a même pas un an. Et je te lis le texte que je mets. Il est fort, le texte. Si vraiment on l'analyse bien, je te dis le texte. J'ai mis Cheikh-Anta est d'ores et déjà un immense scribe. Je parle de scribe. Tout ça, ça rentre, hein. Il écrit en médjounétaire. J'emploie le mot. Hein, et puis je mets entre parenthèses hiéroglyphe. Hein, hiéroglyphe. Pour que on puisse faire le lien avec ce qu'on entend. Écriture créée par ses ancêtres dans la vallée du Nil. Je ne sais pas si tu réalises ce que je viens de dire là. Hein? Écriture inventée et créée par ses ancêtres dans la vallée du Nil. Alors que on a tous intégré que l'Afrique, c'est l'oralité. Hein? Je suis en train de dire que ce petit garçon-là, hein, il écrit dans l'écriture écriture inventée par ses ancêtres. Alors, c'est quelle écriture, ça? C'est la première au monde. Ouais, et ils veulent nous faire croire que ça vient de la Mésopotamie. Hein. Un truc très simple, Daniel. Regardons comment font les autres. Ils ont compris. Ils sont experts. C'est pour ça qu'ils nous écrabouillent comme ils nous écrabouillent. J'aimerais poser une question à Cam. D'abord, merci pour l'introduction que tu as faite en début d'enregistrement de notre podcast. Moi, ma question, elle est tout à fait simple. Moi, je suis tout à fait, j'adhère à ce que tu dis. Hein, il est nécessaire de commencer par l'éducation, mais il y a une chose que j'aimerais que Daniel a posée, c'est le comment faire. On est tous d'accord. Moi, je suis maman, etc. Donc, je comprends ce que ça veut dire, la difficulté de faire des choix pour pouvoir effectivement élever un adulte et en faire un être pleinement responsable, conscient donc des enjeux donc du monde dans lequel on l'a fait venir. Donc toi, tu poses un défi qui en t'appuyant effectivement sur Cheikh-Anta Diop. Il y a une chose, c'est que la connaissance et le savoir, c'est deux pans d'une même pièce, on va dire, deux aspects d'une même pièce. La connaissance, on va dire, elle va s'appuyer pour certains sur l'expérience. Je vais juste citer ce que dit Confucius. Ceux dont la connaissance est innée sont des hommes tout à fait supérieurs. Puis viennent ceux qui acquièrent cette connaissance par l'étude. Enfin, ceux qui, même dans la détresse, n'étudient pas, c'est le peuple. Donc, le constat que l'on fait aujourd'hui, le peuple qui... malgré tout, est dans la désespérance, on va croire qu'il y a de l'espoir par l'étude, sont bien souvent les peuples du Sud, notamment du continent africain. Ils ne disposent pas, malheureusement, de système cohérent pour édifier l'homme nouveau que nous appelons de tous nos voeux. La question, elle est vraiment fondamentale. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as eu un trou noir, un trou lorsque tu as découvert effectivement Cheikh-Anta Diop. Il n'y a pas d'enfants, on va dire, il n'y a pas d'enfants sans éducation si leurs parents ne sont pas eux-mêmes sensibilisés à une certaine culture, à un certain savoir. Ils doivent connaître, ils doivent avoir ce savoir-là par la connaissance, par un effort qu'ils doivent faire. Ensuite, ces parents-là qui ont été édifiés vont le transmettre à leurs enfants et c'est là que tu poses la question. Après, ça devient tellement facile puisqu'il y a le langage. Les enfants vont téter par le langage, par les mots qui sont porteurs, qui signifient effectivement la grandeur de l'Égypte ancienne, antique. Ils vont donner à leurs enfants de manière tellement spontanée des instruments pour édifier un homme nouveau. S'il n'y a pas des parents qui sortent de l'aliénation, il ne peut pas y avoir d'éducation autre que ce que l'on voit aujourd'hui, une éducation qui annule
chez certains enfants leur conscience africaine. Alors, ma question, elle est simple. Kamkama, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau, effectivement, lorsque l'on est sur ce qu'on appellerait la stupeur. Vous êtes grandiose, vous avez eu un passé magnifique. Après, il y a le déni, d'accord? Il y a le déni. Et puis, à un moment donné, il y a ce qu'on appellerait une sorte de dissociation au niveau de la personnalité. Comment faire entre ce que je suis devenu parce que les Occidentaux m'ont inculqué une certaine culture et ce que je dois tendre vers une nouvelle édification de mon passé. Je lirai tout à l'heure les pages de Nation Nègre et Culture pour remettre le débat au centre de notre rencontre. Kamkama, excuse-moi, redonne-moi, comme on vient de le dire, en dehors de tous les propos mondains, l'enfant, on le sait bien, il n'est pas dans ce qu'on appelle quelque chose d'inné, c'est l'acquis, pas la transmission. Achetsu, pose ta question, s'il te plaît. Ma question, c'est qu'on ne peut pas avoir un débat sur l'inné. On ne peut avoir un débat que sur l'acquis. Tant qu'on n'a pas déconstruit chez les parents une manière de voir, on ne peut pas donner à l'enfant, même au berceau, tout petit, un certain savoir. Il y a des connaissances au niveau de l'enfant, une manière de parler que l'on doit avoir. Et ça, les parents doivent l'apprendre. Donc, il y a 2 niveaux au niveau donc de l'apprentissage et de la déconstruction de la personnalité. Alors, on va laisser Kamkama répondre. Faut pas que ce soit non plus. Il y a la question et en même temps tu fais la réponse. Donc laisse aussi l'invité répondre à ce que tu viens d'évoquer. Vas-y Kamkama, on va te laisser la parole. Oui. Non, j'aimais bien les précisions, les compléments qu'apportait Hatshepsut. Ça me permettait d'être encore plus précis dans ma réponse. Alors, je vais être simple. Je vais le redire, hein, j'ai déjà dit lorsque c'est Daniel qui m'avait posé la question. Avant nous, ça a déjà été fait, ce que nous, on doit faire, c'est-à-dire éduquer, conscientiser, ça a déjà été fait. Et les Juifs, tout récemment, là, l'ont fait après 39-45, lorsqu'ils ont été bien malmenés par le nazisme et beaucoup de choses. Alors, pas tous, ils n'ont pas été touchés sur toute la surface du globe. Ceux qui étaient aux États-Unis, moins, mais en Europe, en France, ils ont été très malmenés. Comment dire? Et ils ont reconstruit. À tel point que, je le dis tout ça dans le livre, il y a une structure qui existait déjà avant, mais qu'on a réactivée, qu'on a activée, qu'on a encore, je dirais, dynamisé plus après 39-45, ORT. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là. Organisation, reconstruction, travail. C'est le nom qu'ont de nombreuses écoles juives. Alors, moi, je connais surtout en Île-de-France. Je suis même déjà allé interrogé dans des lycées, dans des écoles ORT, notamment une à Villiers-le-Bel. Eh bien, comment dire, bon, j'aurais des anecdotes à raconter qui sont assez rigolotes. Alors, par exemple, il y a une dame qui me voit arriver. Donc, tout le personnel est juif, a priori. Bon. Et la dame qui est la CPE, qu'on appelait avant surveillante générale, elle me voit arriver, elle me dit « Monsieur Sabat, mais j'ai cru que c'était mon beau-frère qui arrivait. Mon beau-frère s'appelle Sabat comme vous. » Et elle me dit « J'ai cru que c'était lui, mais bon, c'est pas lui, ça fait rien. Je suis quand même ravi, faites-moi la bise. » Bon, c'est pour te dire, voilà, il y a l'ORT. Là-dedans, on fait un gros travail de reconstruction. Donc, ce que nous, on a à faire, certains l'ont fait, analysons-les, observons-les. Moi, je dirais, je l'ai un peu fait, j'ai commencé un peu à le faire, mais faisons-le encore. Tous, soyons nombreux à le faire. Donc, c'est des choses qui ont déjà été faites qu'on doit faire. On n'a pas tout inventé. Et surtout, c'est pas
la mer à boire. C'est pas l'impossible. Hein. Simplement, ben, apprenons des autres. Hein. Deuxième chose, Hatshepsut, tu l'as dit, les parents, alors, on va dire en général, il faut les rééduquer. Sinon, effectivement, ils vont bloquer lorsqu'on va venir vers eux, car ils connaissent pas c'est quoi ce truc-là. Ils sont dans leur confort, on pourrait dire, avec l'occidentalisme, à travers, on pourrait dire, la Grèce antique, la Rome antique, la Renaissance, tout ce qu'on veut. Et puis aussi dans leur confort spirituel, religieux, cultuel, hein, islam et christianisme. Hatton qui a présenté le kamitisme comme une religion, si j'ai bien compris, eh bien, lorsque tu parles de kamitisme, rien que la croix fait peur, la croix honte. Je peux te dire que beaucoup, lorsqu'ils voient ça, non merci, beaucoup. Hein. Donc, c'était ma prochaine question d'ailleurs. Comment? C'était ma prochaine question, mais on anticipe. Vas-y, oui. je laisse parler l'invité. Et donc, comment dire, il faut donc Hatshepsut, effectivement, approcher les parents. Alors, c'est ce que l'on fait, mais que pour l'élite universitaire. Hein? Et cette élite universitaire, elle est imperméable en grande partie, car elle demeure sur ses positions. J'aime bien dire, dès mes débuts, j'ai vu du monde hein, qui est venu, mais aujourd'hui, sur peut-être les 100 000 là, que j'ai pu côtoyer, eh bien, tu as une petite vingtaine. Si tu vas, c'est Omotunde, c'est Gomez, quelques autres encore qu'on connaît moins bien, c'est Théodore Été, bon, c'est Pierre Nillon qu'on connaît aussi. Mais la plupart, ils sont repartis parce que, comment dire, le déformatage était impossible. Hein? Alors, j'ai envie de dire, mais même si il reste, je dirais, j'ai envie de dire, il reste musulman, il reste chrétien, il reste, comment dire, aristotélicien, tout ce qu'on veut, socratien. Il n'empêche que le fait d'aller vers eux, de leur parler, je dirais, ça les décoince un peu. Surtout si on insiste, on persiste, on peut arriver à leur faire au moins accepter, donc à défaut de les changer, ils vont toujours rester ce qu'ils ont été avant d'entendre ça. Au moins, ils peuvent dire, oui, mon enfant, il peut écouter ça, il peut lire ça. Et donc, tu vas trouver des parents de niveau universitaire qui vont rester bons chrétiens, bons musulmans, bons helléniciens, on pourrait dire, mais qui disent, oui, l'enfant, il peut lire ça. Hein, sauf ceux qui voient le kamitisme comme une véritable menace, il y en a aussi, donc de là, ils diront non. Hein, et Hatshepsut, ce qu'on fait en direction des élites, qui est une extrême minorité dans le peuple, eh bien, on ne le fait pas pour le reste des parents, ce qu'on pourrait appeler les masses. Hein, on ne le fait pas. Eh bien, c'est là où tu as des refus massifs et francs. Hein, et donc, ça m'amène à un peu anticiper sur des questions que j'espère vous allez me poser. Eh bien, c'est là où je suis dur avec ma famille kamite. Je lui dis, mais comment dire, pourquoi vous ne conscientisez pas, vous n'allez pas vers, vous n'essayez pas de conscientiser tous les parents africains? Et plus que ça encore, là je vais paraphraser Cheikh Anta Diop, pourquoi vous n'essayez pas de conscientiser tous les Africains? Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous faites de l'élitisme, hein? Un élitisme outrancier? Pourquoi? Mais
comment dire, le mal qu'on nous a fait, comme dit Cheikh Anta Diop dans une, il dit le mal que l'occupant nous a fait. Il dit ça au colloque du Niger. Eh bien, effectivement, le mal que l'occupant nous a fait, à nous aussi, Kamites, eh bien, n'est pas encore guéri. Et de là, on ne comprend pas certains processus pédagogiques classiques, élémentaires. Ça nous échappe. Lorsque, comment dire, on peut dire, des savants, des penseurs occidentaux nous disent, ou orientaux, tout se joue avant la maternelle, tout se joue avant 6 ans. Mais nous, on n'entend pas ça. Tu vois? On est dans un élitisme outrancier. Je ne sais pas si je réponds à ta question, assiette soupe. Alors, oui, tu as répondu. Là où je voulais effectivement t'emmener, c'était plutôt sur ce terrain-là. C'est-à-dire que, bien évidemment que le continent, ce n'est pas un pays, c'est une multitude de pays, mais qui ont effectivement quelque chose de commun, c'est effectivement le fait qu'ils vivent en grande majorité sur l'influence de l'Occident. Et les écoles de ces pays-là sont des écoles édifiées par les impérialistes de l'extérieur. Donc, bien évidemment qu'il y a un travail à faire. Et toi, tu es un des, on va dire, de la cheville ouvrière, en quelque sorte, pour pouvoir édifier les générations à venir. Je vais peut-être laisser Aton et je reviendrai donc vers toi tout à l'heure. Parce que moi, je suis assez édifié par qu'on pose pas les vraies questions, quoi. On se demande, là, on est toujours à l'interrogation, pourquoi ça se fait pas, mais on va regarder les évidences. Aujourd'hui, nos communautés sont empreintes d'un monothéisme. Je rappelle que le monothéisme, c'est une religion qui affirme l'existence d'un Dieu transcendant et unique. Et donc, on va les citer, c'est le christianisme, c'est le monde musulman et c'est le judaïsme. Et on sait très bien que ces religions sont pas de chez nous. Si quelqu'un le découvre encore sur la chaîne Goûter panafricain, ces religions ne sont pas négro-africaines. Qu'on le sache bien. C'est surprenant d'ailleurs de voir nos contemporains se balader avec des croix chrétiennes ou des croix ou des mains de Fatma ou toutes sortes de choses qui ne les concernent même pas, sachant que toutes ces religions, historiquement, il n'y a pas si longtemps que ça, leur ont fait le mal le plus absolu. C'est-à-dire viol, castration, tuerie. On revient sur les juifs. Je ne verrai jamais un juif aujourd'hui se balader avec une croix nazie. Qu'on soit clair. Aujourd'hui, il n'y a que le monde noir. J'aime bien nous fouetter un peu, mais je vais dire que des bonnes choses après. Il n'y a que le monde noir qui se balade avec des croix chrétiennes en se disant, ça va nous apporter un bénéfice, en sachant que historiquement, tout le monde le sait, et Cheikh Anta Diop nous le prouve, que rien de ces religions-là est bonne pour nous. Qu'on le dise haut et fort dans notre live aujourd'hui chez Goûter panafricain. Aucun noir est historiquement chrétien, musulman ou juif. J'en reviens vraiment à ma question en disant que, et nos écoles alors, où elles en sont? On a essayé de fonder des écoles. On a essayé de fonder des écoles panafricaines. On essaie, en Guadeloupe principalement, on essaye de fonder des écoles panafricaines aussi en France. Ça a vraiment un peu de mal à prendre. Est-ce que c'est dû à ces ancestralités-là, à ces problématiques-là? Je voudrais laisser notre invité répondre. Alors, effectivement, il y a des volontés pour créer des écoles. Donc, tu as cité la Guadeloupe avec l'association Racine, dont la présidente est Marie-Josée Tyrolien-Pharaon. Hatshepsut avait organisé une émission, elle m'avait joint en présence donc de Marie-Josée Tyrolien-Pharaon. Donc, on avait évoqué ça. Donc, effectivement, c'est un bon exemple. On en a d'autres encore. On peut dire surtout dans les Antilles, Martinique aussi, des choses qui se rapprochent. Dans la diaspora en France,
alors, je ne connais pas d'école proprement dite, mais disons, au sens, je dirais, classique, avec bâtiments, donc les murs, des enseignants, on peut dire une directrice, directeur. Par contre, il y a en ligne, tu as ah oui, en physique, avant, il y a l'association Afrocentricité Internationale. AI, je dirais dans la chef, c'est Amamazama, mais pour la cellule parisienne, c'est Aménie, que je pense qu'on connaît, pour au moins certains d'entre nous. Et eux, ils font un travail avec des jeunes. Ils leur apprennent l'histoire de l'Afrique et de l'afrodescendance. Toutes les semaines, il y a des réunions dans Paris. En plus de ça, il y a, ça c'est depuis le Covid surtout, par visio, il y a des formations toujours sur l'histoire. Il y a l'association Easy Collé qui fait ce travail-là. Il y en a d'autres encore, bon, qui ne tiennent pas nécessairement très longtemps. Il y a aussi notre bureau. Alors, là, le nom de la responsable ne me vient pas en tête, mais il y a des initiatives en ce sens. Alors, comment dire, je dirais jusque-là, on ne se montre pas vaillant et on n'arrive pas à concrétiser ça, à rendre ça durable, à développer. Kémy Séba lui-même, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être quelques 20 ans en arrière, on avait vu sur BFM TV, il avait été interviewé, je ne sais pas si vous avez vu ça, et il y a Marshall, je crois c'est Marshall, qui l'interrogeait, un des journalistes, comment dire, phares de BFM TV, et donc on lui reprochait de faire du communautarisme, donc il s'est défendu plutôt bien face à Marshall. Donc toutes ces initiatives-là, on voit bien, ont du mal à prendre. Eh bien, moi je dis, c'est pour moi la preuve qu'on doit s'améliorer pour mieux savoir comment se battre, car c'est un apprentissage. On a été beaucoup affaiblis avant qu'on commence l'émission avec Thomas. Thomas le disait, c'est vrai qu'on a été beaucoup affaiblis, mais je le dis là maintenant, Thomas, Cheikh Anta Diop, il est conscient de tout ça. Et donc, il a bien étudié son peuple, l'état de son peuple. Et en dépit de ça, il dit, je peux vous lire ce qu'il dit, pour lui, en une génération, on peut enclencher la Renaissance. On ne va pas être en plein milieu de la Renaissance, mais ça peut aller très vite, on peut entrer. Il dit... alors, juste avant, pendant que tu retrouves le texte, moi, pourquoi on évoquait ça avant le podcast, c'est parce que j'avais vu que dans une autre émission sur la chaîne Taméry, tu disais que Cheikh Anta Diop disait en fait qu'il faut laisser en une génération en fait alors, je vais essayer de retrouver. Il faut laisser une génération pour la Renaissance africaine. Voilà, une seule génération. Et si cette génération-là, elle ne se met pas en action pour la Renaissance africaine, ben en fait, il est trop tard. C'est ce que pensait Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire qu'en une génération, si le travail n'avait pas été fait de la Renaissance, eh ben c'est beaucoup trop tard. C'est ce que tu évoquais dans l'émission avec la chaîne Taméry. Alors, effectivement, et c'est ce texte que je veux relire. Et lui, alors, la génération en question, c'est la sienne. Il dit, c'est ma génération qui doit, on va dire, enclencher les choses où aucune ne pourra le faire. Tu vois, il est encore plus exigeant, tu vois. Et donc, il connaît son peuple. Simplement, il connaît aussi le potentiel africain qui je dirais, qui est mis en sommeil. Et donc, j'en profite pour dire, dès maintenant, c'est la prise de conscience
le travail de prise de conscience qu'on doit faire de tous les Africains et qu'on ne fait pas, nous, les sachants, les Kamites, les autres panafricains, non pas Cheikh Anta Diop comme je dirais, comme référent premier. Nkrumah, par exemple, ne percevait pas l'histoire comme fondamentale. En plus, il ne connaissait pas vraiment bien cette grande histoire, même si il est allé aux États-Unis et c'est de là qu'il devient un grand panafricain. C'est au contact des Noirs américains qui parlaient, les Du Bois, les Garvey et d'autres encore, parlaient de cette grande Afrique. Et puis on sait aussi, même avant Du Bois, on a eu Anténor Firmin à Haïti, qui a fait un livre de l'égalité des races humaines pour répondre au raciste Gobineau qui lui avait écrit de l'inégalité des races humaines. Eh bien, dans son livre, Anténor Firmin, ce diplomate haïtien, il dit, il apporte déjà en une trentaine de pages des éléments montrant que l'Égypte pharaonique était négro-africaine. Hein? Donc, bien avant Cheikh Anta Diop, il avait fait ça, mais c'était pas aussi développé, hein, aussi approfondi, mais déjà il le disait. Donc, Nkrumah n'avait pas compris l'importance, disons, ne donnait pas la même importance à l'histoire que Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est sur ça, je dis, qu'il axe, je dirais, tout son combat. L'essentiel de son combat, c'est la conscience historique. Et c'est pour ça que j'aime bien citer alors, voilà, c'est le même livre. Je vais vous lire même tout d'abord. C'est ce qui est l'objectif numéro 1 chez Anta Diop, et qui n'est pas du tout ce qu'on cite constamment. Armez-vous de science jusqu'aux dents. Ça, c'est quelque chose qu'on entend constamment chez les Kamites. Eh bien, c'est pas l'objectif numéro 1. C'est une recommandation importante qu'il a fait à Obenga en 1973. Mais c'est pas l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 1, je le lis, c'est assez court, hein, c'est dans son article vers une idéologie politique africaine, c'est dans le livre Alerte sous les tropiques, et à la page 45, première phrase de l'article, il dit « L'objectif numéro 1 dans la lutte d'indépendance nationale que nous menons et que tout peuple opprimé doit mener jusqu'au succès ou jusqu'à sa disparition totale est de provoquer la prise de conscience de tous les Africains de l'Afrique noire. » Je répète la dernière phrase, et de provoquer la prise de conscience de tous les Africains de l'Afrique noire. Tu vois? Eh bien, c'est ça qu'il va appeler par la suite, notamment dans Civilisation ou barbarie, c'est ça qu'il va appeler la conscience historique. Hein? Eh bien, je suis désolé de dire que ce n'est pas ce que nous faisons les Kamites. Nous n'avons pas, comme je dirais, souci jusqu'à ce jour de conscientiser tous les Africains. Nous ne conscientisons, nos efforts ne portent que sur l'élite universitaire. Pour moi, voilà le problème. Je vais laisser pour finir, je vais laisser Daniel te poser une question. Je voyais qu'il était en train de lever le doigt. Vas-y Daniel, je te laisse rebondir, on va terminer le podcast comme ça. Pour aller dans ce sens-là, justement, dans ton livre, tu mets beaucoup l'accent, enfin, tu émets une critique sur les Kamites par rapport justement à cette transmission. Mais ne penses-tu pas que c'est le rôle d'abord d'un État d'organiser la transmission des savoirs et aussi de forger cette conscience historique? Parce qu'en Europe, en France, c'est l'État qui organise, c'est l'éducation nationale qui organise. Oui. Bien sûr, il y a une élite. C'est cette élite qui va déterminer dans quel sens on va aborder et construire l'histoire de France. Mais c'est l'État qui met en œuvre cela. Donc,
pourquoi parler des kémites, sachant que les kémites ne représentent pas en tant que tels une structure bien établie. Ce sont des personnalités éparses qui ont fait un boulot, certes, un boulot très très conséquent par rapport à tout ça pour restituer toute cette histoire, mais il n'y a pas de gouvernement. Et déjà même, regarde Cheikh Anta Diop, par rapport à son travail n'est même pas mis en avant au Sénégal. Est-ce qu'il y a eu dans les gouvernements après les indépendances, est-ce qu'il y a eu un kémite ou un panafricaniste qui a été qui a eu un rôle à jouer justement même au niveau de l'éducation nationale, mais au niveau d'un ministère, au niveau scientifique et autres, pour pouvoir promouvoir la science ou la science africaine ou la pensée diopienne. Non, ça n'a pas existé, puisque on a bien vu que Senghor, quand il était président, il a fait toutes les misères à Cheikh Anta Diop. Donc, comment il faut quand même qu'il y ait un lien entre, puisqu'un État, c'est pas seulement les gens qui sont à la tête de cet État, que des élites. Un État, c'est un tout. C'est l'élite politique, l'élite universitaire, ce sont les gens qui travaillent, ce sont aussi des enfants qui vont naître et qui vont devenir les prochaines personnes qui vont permettre que cet État puisse se perpétuer. Donc, je pense que c'est un tout, mais on peut pas dire mettre l'accent que sur les kémites. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense beaucoup. Alors, si tu te remémores Cheikh Anta Diop, tu verras qu'il parle pratiquement jamais de l'État. Dans le combat qu'il mène, il parle jamais de l'État. Par contre, il parle des intellectuels. Hein? Il y a ce titre-là qui est clair dans un de ses articles, toujours dans, ça c'est mon livre de chevet, j'aime bien dire, mieux que Nation Agriculture, alerte sur les tropiques de Cheikh Anta Diop, on va le dire comme ça, c'est mon livre de chevet. Eh bien, voilà à qui s'adresse Cheikh Anta Diop. Et pareil, la préface de Nation, pas la préface, dans les préfaces, mais aussi dans l'introduction de Nation d'Agriculture, regarde à qui s'adresse Cheikh Anta Diop. Il s'adresse aux différentes catégories d'intellectuels africains, marxistes, léninistes, d'autres qu'il va appeler progressistes. Bon, j'ai pas tous les noms en tête. Hein? Eh bien, là, c'est un article qui date de 1960. C'est écrit « Les intellectuels doivent étudier le passé, non pour s'y complaire, mais pour y puiser des leçons. » Tu vois, il s'adresse aux intellectuels. Et je te demande, hein, comme on se voit assez souvent, hein, par la suite, tu me diras, tiens, dans tel livre, j'ai repéré un passage où Cheikh Anta Diop s'adresse à l'État, demande à l'État. Cheikh Anta Diop ne demande rien à l'État. Il demande tout aux intellectuels. Oui, donc, c'est un peu normal aussi, puisque à l'époque, en 54, c'est ça, 57, il n'y a pas d'État. Ce sont des États issus de la colonisation qui ont reçu une liberté qui vient du colonialisme, du colon, pardon. Et donc, il n'y a pas encore d'État. Donc, en plus, son œuvre va dans le sens de l'émancipation. Donc, c'est tout à fait normal que. Mais aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, des années après, il y a quand même les États qui sont entre guillemets indépendants ou sous influence. On voit avec le Mali, l'AES, on voit que ces gens-là ont compris le fait que avec l'abandon donc déjà du français, avec la sortie de la francophonie,
on voit qu'ils ont compris, il y a l'émergence d'une compréhension de ce qu'est un État réellement. Tu vois? Oui. Oui. Donc, si ces États-là étaient réellement des États, donc, logiquement, pour donner une conscience historique, tu parles de la conscience historique, mais comment donner une conscience historique si tu es dans des États qui sont partitionnés par l'esprit de l'ethnicisme? Comment tu peux par les religions, par les antagonismes religieux, voilà, c'est assez difficile, ça, assez complexe. Alors moi, je voudrais juste poser une question aussi, parce qu'on arrive à la fin presque et puis je te laisserai répondre sur les deux. Il y a vraiment un enjeu fondamental, et c'est vrai que tu te poses réellement, on va dire que tu te prends à bras le corps un problème qui est réel et qui pèse comme une chape de plomb sur les pays africains en ce qui concerne donc la construction des futures générations pour le monde, puisque on est sur ce qu'on appelle une planète, mais connectée aujourd'hui. Et ce qui se fait en Chine, on le retrouve à Bamako, etc. Donc ça veut dire que ils ont construit donc des ingénieurs, etc., etc. Donc l'homme africain, il est très intelligent. Je veux dire qu'il est doté d'une culture ancestrale très raffinée aussi, mais qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'œuvre de Cheikh Anta Diop a tout son mérite. Ton travail a une très très grande part à jouer dans ça. C'est justement autrefois en France, l'école n'était pas obligatoire. Les enfants allaient dans les champs, allaient aider leurs parents au travail. Il n'y avait pas d'âge pivot, on va dire, pour permettre de soustraire cet enfant-là de l'obligation d'aller aider leurs parents à gagner le pain quotidien. Donc Jules Ferry, en s'appuyant sur les travaux donc de Condorcet, va mettre en place ce qu'on appellerait l'école primaire obligatoire, ce qu'on appelle l'enseignement, plus exactement. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc il y a toujours eu une sorte de concurrence entre l'éducation qui est complètement privée et puis l'éducation qu'on va dire plus tard nationale, parce qu'ils ont découvert ce qu'on appellerait la nation. Et là où Daniel est en train de mettre le doigt là-dessus, est-ce que ça revient à l'État? Toute la question est là, en sachant que en Afrique, Tshisekedi donc vient d'être réélu dans son pays. Les enfants sont mis dans les mines de cobalt à 3 ans. Imaginez à 3 ans un enfant, il est foutu. C'est-à-dire que la pollution est telle qu'il va décéder à 14, 15, 16 ans. Il n'y a plus personne. Il n'y a pas d'école. Et ces mêmes pays-là vont aller sur la scène internationale en disant qu'ils prônent le développement pour leur pays. Mais comment voulez-vous développer un pays si vous n'avez plus personne? Si vous ne vous préoccupez pas de l'éducation de base de leur jeunesse. Une éducation de base. C'est-à-dire que la loi de Jules Ferry donnait l'éducation obligatoire jusqu'à 13-14 ans. Mais c'était une éducation où on soustrayait donc de l'éducation privée un certain nombre de domaines qui permettraient à l'enfant d'être inscrit dans la nation. En Afrique, il n'y a même pas ce minimum-là. Donc là, lorsque l'on parle, et je suis d'accord avec toi, de l'élite, de l'éducation à travers Cheikh Anta Diop pour les bébés de 3 ans, ça concerne, excusez-moi, en grande partie ceux qui sont dans la migration. Parce qu'en Afrique, dans certains États et en République démocratique du Congo, vu les enjeux qui sont sur leur tête au niveau de la population, l'éducation, pour eux, c'est un luxe. C'est un luxe. Il n'y a pas d'éducation. Donc, lorsqu'on parle de Cheikh Anta Diop, et lorsqu'ils arrivent ici par les bateaux, après avoir traversé le désert, lorsque tu les croises, comme je le sais que tu es un homme de terrain à la gare, etc., tu essaies de les conscientiser sur l'éducation des enfants à partir des ouvrages que tu as écrits pour leurs enfants, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Donc, la question
est-ce que ça revient aux États en Afrique, alors que les États eux-mêmes n'ont même pas envie de édifier cet homme nouveau. Ils ne veulent pas. Il y a un autre impératif, c'est d'abord de continuer la domination de ces pays-là. Alors, c'est bien que tu aies tenu à compléter la prise de parole, à intervenir après Daniel, car il y a un point, encore une fois, dans le livre, je dis beaucoup de choses, j'aborde plusieurs points essentiels, et éducation, il ne faut pas voir éducation comme, je dirais, éducation nationale. C'est plus large que ça. C'est, comment dire, éducation dans son ensemble, et l'éducation commence bien avant l'école. Hein, l'enfant dans sa famille reçoit déjà des éléments d'éducation. Et comment dire, alors les parents, mais il y a aussi déjà, on va dire, parents, maman, papa, mais il y a aussi des frères, des sœurs, si on a déjà, des tantes, et puis il y a aussi, il y a Google, bon, l'éducation commence bien avant l'école. Et donc, moi, l'éducation que j'ai en tête, pour arriver à la prise de conscience, je dis, c'est pas à l'école aujourd'hui qu'on peut l'apprendre, vu l'état de l'Afrique, et puis pour nous, ici en Occident, c'est hors de question, et même l'essentiel de cette éducation, je redis, sur la base de ces deux ouvrages que je vous ai abordés, qu'on doit donner aux enfants pour qu'ils arrivent à la prise de conscience, c'est bien avant l'école. Donc, l'école, lorsque l'école va arriver, eh bien, les enfants sont déjà formatés par nous, si on fait bien notre boulot. Alors, le nous, je redis, c'est pas nous, parents avant tout, puisque nous avons été atomisés depuis longtemps. Hein? Nos parents, ils nous aiment beaucoup. Ils croient qu'ils font pour nous les meilleurs choix, mais ils se trompent parce que depuis longtemps, les Africains, et ce qu'on appelle aussi afrodescendants, ça fait longtemps qu'ils sont atomisés. Donc, les choix d'éducation qu'ils font pour leurs enfants sont des choix d'aliénation, d'abrutissement. Hein? Et de là, ce sont encore une fois les sachants qui doivent donner le là pour tous les parents, pour tous les enfants. Et ils ne le font pas. Et Daniel, c'est vu que l'État est défaillant, hein, mais même s'il n'était pas défaillant, hein, puisque je redis, on intervient bien avant l'école, et le plus gros se fait avant l'école. Eh bien, l'État, une raison de plus, est défaillant, eh bien, l'initiative privée doit prendre le relais. Hein, mais même si l'État n'était pas défaillant, hein, l'initiative privée, les intellectuels, comme dit Job, pour ne pas dire les kamites, devraient faire le boulot. Ils ne le font pas. Hein? Et Thomas Sankara, il ne connaissait pas Diop non plus. Mais un peu avant que Diop meure, et un peu avant que lui il ne meure, on lui parle d'un monsieur qui dit que ce sont les Africains qui ont tout créé, que l'Égypte pharaonique était négro-africaine. Eh bien, lorsqu'il a su ça, son esprit a fait un tour. Emmenez-moi ce monsieur. Emmenez-le-moi tout de suite. Je veux le voir. Cheikh Anta Diop. Manque de peau. Cheikh Anta Diop est décédé peut-être un mois après. De là, Sankara, qui est quelqu'un qui est très vif d'esprit, dit, mais ok, il est mort, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut nous parler de ça? Oui, il y a un certain Obenga, son numéro 2. Faites-le-moi venir. Eh bien, il a convoqué Obenga. Tu peux voir les vidéos. Obenga raconte ça très bien sur Internet. Tu tapes Thomas Sankara, Obenga, Burkina Faso. Tu verras la vidéo. Et comment dire tu as aussi Yoporika Somé. Yoporika Somé, j'ai son livre là. Hein, c'est un super livre que moi je conseille. Grâce à lui, j'ai pu mettre de l'ordre dans mes idées sur le plan spirituel.
grâce à ce livre de Yopori Kasome, eh bien, lui aussi, il en parle. Hein? Tu peux mettre comme mot-clé dans Google Yopori Kasome, Thomas Sankara, Théophile Obenga. Hein? Est-ce que tu peux dire le titre du livre, s'il te plaît? Oui, le titre, c'est L'Égypte ancienne, un système africain du monde, aux éditions TEHAM. T-E-H-A-M, et donc l'auteur, c'est Yopori Kasome, il est du Burkina Faso. C'est un professeur de philosophie à la base, mais il est aussi égyptologue. Okay. Ouais. Et donc, comment dire, Thomas Sankara, qui donc chef d'État, l'a compris, mais comment dire, moi je dis c'est comment dire l'initiative, j'ai envie de dire de tous ceux qui se battent pour que cette Afrique redevienne renaisse, pour qu'elle redevienne, moi je dis aussi, une grande puissance. C'est ça l'enjeu, hein, la puissance, on retrouve ça dans le mot grande puissance. Eh bien, il n'y a pas à attendre sur l'État, plus encore si l'État est défaillant, l'État est vacant en Afrique, mais même s'il n'était pas vacant, je dis, voilà. Bon, bah, en tout cas, on essaie de mettre notre pierre à l'édifice. Je dis, attends. Ouais. Très important, toujours, Daniel, encore une fois, il faut faire ce va-et-vient, je dis, regardez comment on fait ceux qui se sont trouvés dans la même situation que nous, c'est-à-dire, on nous a mis par terre. Je redis, les Juifs ont été mis par terre. Je pourrais dire aussi, même si c'est pas comme nous c'est encore plus fort. Mais je redis, Cheikh Anta Diop, il est conscient de tout ça, mais il connaît, je dirais, la puissance, le potentiel de puissance qu'on a. Et il nous dit, nous sommes capables, même en ayant été mis par terre. Et je dis même que il aurait été amérindien, Cheikh Anta Diop, il dirait la même chose, parce que moi je dis, les Amérindiens ont été encore plus écrabouillés que nous. Eh bien, il aurait dit, s'il était amérindien, nous sommes capables, nous ne sommes pas tous morts, nous sommes encore quelques milliers, hein? Eh bien, on se remet debout. Et les Juifs, sans État, c'est même dans la diaspora que la conscience historique a toujours été entretenue. Et on peut dire c'est spirituel, tu peux. En tout cas, c'est ce sentiment comment dire, d'un peuple, comment dire, fort, avec d'immenses capacités, qui a traversé le temps, il est là. Eh bien, comment dire, comment ils ont fait? C'est pas Israël. Israël n'existait pas. Hein? D'après leur dire, depuis plus de 1500 ans, ils sont en errance. Eh bien, en errance, tu vois la conscience historique ou spirituelle qu'ils ont, c'est pas l'État. Donc, regardons comment ils ont fait, eux notamment, mais il n'y a pas que, il y a un tas de peuples qui sont dans cette situation-là. Bien sûr. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Merci à toi, Cam. J'aurais juste dire... on va s'arrêter, on est quand même assez long. Là, 2 minutes. J'aurais juste te dire par rapport à notre invité, hein, Cam Kama, donc de vous procurer son ouvrage et puis de ne pas oublier l'intitulé de son ouvrage, c'est après. Et alors, on oublie, il l'a mis en rouge. D'accord? C'est le après, et après qui est en rouge. Et après, et alors, et après. Donc voilà, et après. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Donc achetez son ouvrage et relisez Cheikh Anta Diop sous le prisme politique aussi. Hein? N'oubliez pas ça. Cheikh Anta Diop, il y a aussi une possibilité de le lire sous le prisme politique. Il y a un livre qui existe. C'est un véritable enjeu politique. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé au podcast. Merci à vous. On va laisser bien sûr les abonnés nous partager leurs commentaires, ce qu'ils ont pensé du podcast. Pensez bien sûr à vous abonner à cette chaîne Goûter Panafricain. On cherche vraiment à débattre sur le panafricanisme et et à inviter bien sûr les grandes figures du panafricanisme, les activistes, les militants, les auteurs d'ouvrages, tous ceux qui se bougent. Et merci à vous les panélistes d'en avoir participé et merci encore à Cam Kama d'être venu. Merci à vous en tout cas. Merci à Cam, merci à Tom, merci Daniel. Et bien sûr, pensez à vous procurer les ouvrages de Cam Kama. D'ailleurs, on les trouve où tes ouvrages si on veut se les procurer?
sur mon site, édition au singulier, mks.com, et aussi à la librairie Taméry, en particulier Métro Belleville, rue du Chalet. Ça marche. Bon, le message est passé. Merci beaucoup et à la prochaine pour un prochain podcast. Et Lumumba, honneur, respect. Oui, j'ai vu le t-shirt. On a vu le t-shirt.